Bonjour Patrice, ça me fait vraiment plaisir de te voir, même si c'est à distance, puisqu'à chaque fois qu'on échange ensemble, on prend de la hauteur et surtout en fait on s'extrait un petit peu du quotidien et on essaye un petit peu de se dire mais pourquoi je fais les choses. Et là en fait on va discuter ensemble d'un sujet qui moi me tient vraiment à cœur, parce qu'en fait c'est un petit peu un des sujets que j'ai évoqué dans mon livre, c'est tout simplement faire moins mais mieux. C'est un petit peu cet éloge du ralentissement, l'éloge du pourquoi, qui va tout à fait en phase avec le marketing de demain. Alors déjà, Patrice, est-ce que tu peux te présenter? Parce que certains d'entre vous, je pense, vous connaissez Patrice pour son livre Marketing Zéro, mais tu fais beaucoup de choses. Alors vas-y, Patrice, je laisse te présenter. Bonjour Frédéric déjà et merci pour cette invitation. On va parler moins mais mieux, mais je vais essayer de me présenter aussi de façon courte. Je suis un marketeur depuis longtemps. J'ai écrit un ou deux bouquins en effet, un sur marketing émotionnel avant d'écrire Marketing Zéro. Et puis aujourd'hui, je suis à la fois un consultant, donc j'interviens comme ça sur des missions, mais j'ai aussi, pour une part, un rôle de directeur marketing et communication pour une entreprise industrielle en part-time. Et puis j'écris, et puis voilà, et puis je fais des conférences. Et c'est mon sujet aussi de conférence maintenant, l'idée de faire moins mais mieux. Ouais, mais Alors je fais surtout c'est beaucoup de en choses, mais phase. je fais beaucoup de choses, mais j'essaye de les faire mieux. Justement, alors qu'est-ce que c'est que ce concept de moi c'est mieux? Parce que marketing zéro, tu l'avais dit, c'est repartir de la base. Là, quand on avait échangé ensemble, tu m'as dit, voilà, c'est un dérivé ou plutôt quelque chose qui est venu de cette idée de repartir de zéro, mais moi c'est mieux. Qu'est-ce que c'est que cette philosophie? Qu'est-ce que ça implique en fait? Bah, écoute, la philosophie, elle vient de l'observation de tout le monde, des gens au sens des clients, des consommateurs, mais des gens aussi au sens des employés, des salariés des entreprises que je côtoie, que nous côtoyons, que nous sommes, confrontés toujours à cette espèce d'injonction d'en faire davantage encore pour maintenir une croissance, pour avoir des résultats, pour justifier de notre emploi, pour éventuellement même lutter contre l'émergence de l'intelligence artificielle, tu vois, pour certains. Il faudrait encore en faire plus, il faudrait être plus créatif, il faudrait être plus ceci, plus cela. Et puis, face à ça, tu as le constat quand même que on est arrivé à saturation à peu près partout, à la fois des marchés, il y a des marchés sur lesquels la croissance n'existe plus, et on est confronté à ça, on ne comprend pas. Puis le consommateur, il en a déjà trop, tu vois, il en a plein les placards, il en a plein son frigo, il jette. On est dans une société qui jette près de 20% de ce qu'elle achète en termes d'alimentation, ce qui est absolument dingue quand tu penses quand même à des populations qui sont en état de famine, hein, pour certains endroits de la planète. Et puis surtout, si tu te dis, bah, on est de plus en plus nombreux, les ressources de notre planète sont limitées, alors est-ce qu'il ne faudrait pas faire moins finalement? Bon, alors c'est vrai pour l'alimentation, mais c'est vrai pour les vêtements, où on voit bien la lutte qui se passe entre la seconde main et la fast fashion, tu vois, enfin, et à côté de ça, des marques comme Asphalt qui te proposent d'acheter un t-shirt, un pantalon, un pull, etc., parce que ce serait le meilleur. Bon, certes, on n'y est pas encore, mais tu vois, on voit bien naître cette idée, avec surtout la nouvelle génération, que quelque part, on n'a pas besoin d'autant de choses, en fait. On pourrait faire moins, on pourrait se contenter de moins. Alors ça, c'est déjà d'un point de vue consommation, mais de l'autre côté, dans l'entreprise, tu as vu aussi l'émergence du syndrome du burn-out. Enfin, tout le monde est en burn-out ou presque. Enfin, tout le monde est au maximum. On a beau nous dire il faudrait gagner en efficacité, en productivité. Il y a des gens, ils sont au taquet du soir au matin, quoi. Et à un moment donné, ils aimeraient bien en faire moins. Et Ouais. moi, je travaille aussi avec une petite boîte industrielle où même le dirigeant, bah, son idée, c'est d'essayer de freiner parce qu'il il fait tout et tout le temps.
Et à un moment, voilà, il a atteint le maximum. Donc, il y a Ouais, urgence quelque part à en faire moins. ouais, c'est un petit peu le Alors déjà, syndrome de c'est la ce Reine constat-là. Rouge, c'est-à-dire que, comme dans le conte d'Alice au Pays des Merveilles, en fait, les gens sont obligés de courir, même juste pour rester sur place. C'est-à-dire qu'une entreprise doit produire plus, faire plus de contenu, faire plus de marketing, parce qu'elle se dit, mais si je le fais pas, mes concurrents vont me dépasser, quoi. Absolument. Et alors, si on vient sur notre sujet plutôt marketing, relations clients, bah, on est arrivé aussi au paroxysme, c'est-à-dire il n'y a plus une minute où on n'envoie pas un mail, où on n'envoie pas du contenu, où on ne produit pas du contenu. Enfin, ça devient délirant. Tu ne peux pas consommer tout ce qu'on te propose, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu y passes de moins en moins de temps, et donc ton attention diminue pour arriver à 4 secondes. Et c'est dramatique parce qu'en fait, il y a plein de choses intéressantes, mais il y a tellement de choses qui arrivent vers toi que tu ne les vois même plus parce que tu ne peux pas, en fait. Mais les journées C'est font que 24 heures, quoi. contre-productif. Oui, et puis les marques, en fait, tu ne peux pas toutes les acheter. Ça n'a jamais été le cas avant et ce ne sera jamais le cas demain. Donc, si tu es noyé sous leur message, et tu ne sais même plus qui dit quoi et qui est qui à la fin. Et donc, c'est c'est l'effet pervers de cette automatisation et de cette facilité à produire et à produire et à produire encore. Et l'intelligence artificielle ne fait qu'augmenter ce phénomène. Finalement, tu te retrouves avec un marketing qui a des contenus dans tous les sens. Enfin, aujourd'hui, toutes les entreprises ont un blog, des podcasts, des chaînes YouTube, des livres blancs, du brain content à n'en plus finir. Pourquoi faire, finalement? Parce que à l'arrivée, ont-elles gagné davantage de clients? Bon, on peut se poser la question. Et ont-elles gagné la confiance de ces mêmes clients et leur fidélité? Ben non. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et mon idée, c'est de dire, arrête de vouloir en faire plus et arrête d'en faire trop. Essaye d'éliminer, de freiner et d'éliminer toutes les actions qui ne sont pas créatrices de valeur pour ton client, déjà, pour commencer, et qui ne sont pas alignées avec ta vision du monde et la sienne. Et puis, maintenant, il va rester quelques actions, il va rester des choses à faire, bien sûr. Et là, si tu as gagné du temps sur le reste que tu ne fais plus et des ressources, bah, tu vas mieux le faire. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que si tu faisais moins de choses, tu aurais plus de temps, plus de moyens, plus de ressources pour le faire mieux. Et, Ah, et en bonne fait, idée. c'est ça qu'attend tout le monde, c'est ça qu'attend aussi ton client. Ton client, il ne veut pas recevoir une newsletter par semaine, il veut recevoir une newsletter qui l'intéresse. Mhm. Et ce n'est pas la même chose, en fait, contrairement à ce qu'on croit, parce que, ah bah oui, mais tu n'as qu'à demander à ChatGPT, il va te faire 50 newsletters en 10 minutes. Oui, d'accord, mais elles seront nulles, les 50, en fait. Du point de vue du client, elles n'auront pas plus Bah d'intérêt oui, c'est que vrai que c'est si tu comme en une avais fait une seule. publication LinkedIn, une publication Instagram, une publication TikTok. C'est Moi, je ça. vois, il y a certaines fois, j'ai arrêté de publier sur certains réseaux, en tout cas publier moins régulièrement, parce qu'il n'y a pas d'impact. Il y a une vue ou zéro vue, par exemple sur Instagram, qui pour moi est un réseau secondaire. Bah, je publie que de manière ponctuelle et j'ai réduit mon rythme de publication, alors que pourtant j'avais la possibilité d'automatiser. J'ai même fait des petits automatismes pour republier avec ChatGPT, mais en fait, finalement, tu te rends compte que ça sert à rien. Par contre, sur LinkedIn, qui est un canal que moi je privilégie, où en fait je suis vraiment prioritaire, je vois bien que là j'ai des interactions, là j'ai du contenu, et il y a vraiment la mayonnaise qui prend. Oui, mais c'est parce que tu le fais mieux. Tu le fais mieux sur LinkedIn. Et Mhm. puis, du coup, tu le fais pas sur Insta. Mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. Et c'est ça le sujet. Le sujet, c'est arrête de faire des choses qui n'ont aucun intérêt. Mhm. Et il y en a. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun service marketing aujourd'hui qui puisse venir là dans notre conversation dire ah, mais alors tout ce qu'on fait est absolument génial et indispensable. Je n'y crois pas. Je n'en connais pas. Je vois des choses qui sont tellement aberrantes. Tu vois? Alors Enfin, justement, est-ce que tu peux nous donner des exemples d'entreprises qui ont fait un avant-après et qui ont commencé à mettre en place ces philosophies? Je pense que tu le mets dans la petite entreprise individuelle, industrielle en place où tu travailles, même à titre oui, personnel. Est-ce que tu te donnes justement, est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que voilà, les gens se disent, ah oui, bien tu as sûr, raison, on va faire moins de choses et on va les faire mieux. absolument. Alors, moi, mes mieux, ça s'appuie sur trois piliers qui sont réduire d'abord.
sublimer ensuite. Et le troisième, qui paraît peut-être un peu bizarre aujourd'hui, c'est éduquer. D'accord. Et j'ai travaillé sur cette dimension-là parce que, avec un peu d'hésitation au départ, en fait, je me suis rendu compte que c'est ça la base, c'est ça la clé, en fait, du business aujourd'hui. C'est éduquer, c'est expliquer pourquoi on fait les choses et expliquer pourquoi ça crée de la valeur. C'est quand même ça l'essentiel, tu vois. Quand tu parles dans ton livre à toi, de façon très juste, de revenir quand même à l'essentiel, c'est d'expliquer pourquoi. Parce que si tu expliques pas pourquoi il faut faire ça ou il faudrait faire ça, bah, les gens ne le feront pas. C'est pas possible, en fait. On n'est plus dans achète ma lessive et ton linge sera blanc. Ça, c'est fini, ça. Il faut m'expliquer. C'est d'ailleurs la difficulté qu'ont certaines marques de ne pas éduquer leur public. Je le crois vraiment. Donc, tu commences par réduire. Alors là, si on prend l'exemple de l'entreprise pour laquelle je travaille, euh, j'ai commencé par dire, bah, attends, euh, pourquoi tu mets autant de choses sur ton site internet? Tu es une petite boîte, tu sais faire 3, 4 trucs, le reste, à quoi ça sert? Ah non, mais tu sais, il faut qu'on montre tout ce qu'on sait faire. Non, j'ai dit non. J'ai dit non, on va enlever tout ce qu'on n'a pas enlevé. Déjà, ça se vend, ça? Non. Bah alors, pourquoi tu le montres? Quelle est l'idée de montrer des trucs qui ne se vendent pas? Ne le fais pas. Tu vois? Donc, premièrement, tu arrêtes de montrer des choses qui servent à rien et qui servent à rien pour tes clients, ils n'en veulent pas. Voilà, donc ne le fais pas. Ensuite, tu simplifies l'offre. Alors là, c'est une petite entreprise, mais néanmoins, c'est vrai pour tout le monde. Tu as des boîtes qui ont des catalogues de produits, d'offres, de services, de tout ce que tu veux, c'est infini en fait. Et donc le client ne comprend. Ah oui, mais c'est la diversification de notre offre. Mais pas du tout en fait. Tu n'as pas besoin de le montrer. Ouais, Que parce qu'en tu fait, saches le ça faire, rajoute de la c'est bien, complexité, mais ça ne fait le des dis coûts de pas. structure, des coûts R&D. Oui, Éventuellement, oui, tu peux, s'il y a vraiment un marché, pourquoi pas. Mais c'est vrai que nous, chez nous, on l'a vu, on avait des solutions d'analyse sémantique qui étaient vendues quasiment jamais en standalone. Et quand on les a intégrées par contre nativement dans le produit, que c'est devenu une option payante ou même une option gratuite, bah là, ça a eu beaucoup plus de succès. Et on s'est dit, mais ça y est, on arrête de vendre ça en standalone, ça sert à rien. exactement. Mais c'est exactement ça. Donc tu réduis. Si tu réduis l'offre, bah, nécessairement, tu réduis aussi la communication, puisque tu as moins de choses à dire, tu vois. Donc tu réduis la communication, ça veut dire qu'elle va être plus pertinente, puisque tu vas te concentrer sur l'essentiel de ton offre, Mm, nécessairement. Ensuite, sublimer. Bah, sublimer, ça veut dire justement pour moi, c'est l'idée que le marketing et la communication, ça doit sublimer ce que tu sais faire, toi, l'entreprise. Donc, c'est transformer ton offre en quelque chose de sublime, artistique, si tu veux le dire comme ça. mm, mm. Et c'est pas du tout essayer de le vendre à tout le monde. C'est essayer de rendre sublime ce que tu fais. Même si tu fais un instrument de mesure qui sert à des industriels, c'est donc pas un produit de luxe, c'est pas un sac à main de chez Vuitton ou de Vite. je ne sais qui, ou Dior. Néanmoins, ça peut être sublime parce que c'est l'excellence de ton marché. Voilà. Et je crois, et j'en suis archi convaincu, que partout, sur tous les marchés, il y a des gens qui font des choses excellentes, qui sont dans l'excellence. Et c'est ça qui doit les tirer vers le business. Mais là, je suis Tu vois, 100% d'accord avec toi parce que là, tu vois, nous, on est dans le centre de contact et tu vois, on vend en fait nos solutions et on est des petits poussés par rapport aux géants américains. Et pourtant, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, on était sur un salon, on était au CX Awards, CX Paris organisé par Relations Client Mag. Et en fait, il y avait une des personnes qui est un de nos prospects qu'on va aller voir très prochainement et qui disait ouais, je suis fan de tous vos contenus, c'est moi qui ai suggéré à ma direction de vous intégrer dans l'appel d'offres. Voilà, je vous donne quelques petits tips parce que c'est pas moi qui fais partie des décisionnaires, mais il y a mon directeur et mon machin. Alors faut mettre plutôt ça en avant, ça en avant, ça en avant. Et elle nous dit ouais, c'est génial. J'espère qu'on pourra travailler ensemble. Donc en fait, on a fait comme ça du contenu, on apporte de la valeur, on éduque le marché et entre guillemets on sublime nos produits
pour qu'ensuite les gens soient, entre guillemets, préconvaincus et que ce soit en fait nos premiers comment dire, prescripteurs. C'est ça. Et la partie éduquée que tu viens d'aborder, elle est essentielle. C'est-à-dire que là, moi, en plus, je suis sur un marché d'industriels, de produits très techniques. Enfin, bon, c'est pas évident de comprendre comment ça marche, mais c'est notre mission d'éduquer. Sinon, Mhm. le client te dit, enfin, le client qui ne sera jamais ton client te dit, bah, oui, c'est bien, mais en fait, je ne sais pas m'en servir, je ne sais pas à quoi ça sert. Ouais. Et on en a. Enfin, dans cette boîte, il y a des clients qui ont des outils, des instruments de mesure, si tu préfères, qui sont dans des placards, parce qu'en fait, les gens ne savent pas s'en servir. C'est exactement comme ce pot de yaourt que tu as acheté parce qu'il avait l'air sympa, puis finalement, il a moisi dans ton frigo. Ben, c'est dramatique. Quand tu es la marque qui vend ça, c'est un drame. Parce qu'en fait, ça veut dire que ben, j'en achèterai plus. Parce que j'aime pas jeter les yaourts, mais ça veut dire que j'en avais pas besoin. Et j'aime pas non plus acheter des instruments pour les mettre dans un placard. Donc, j'achèterai plus la marque, enfin ton entreprise. Ça sert à rien. Donc voilà où tu en es. Et surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, la réaction à ça est beaucoup plus vive qu'elle n'était avant. Aujourd'hui, tu le constates tous les jours, les gens n'ont pas envie d'acheter des choses qui ne servent à rien. Et donc, il Ouais, faut leur puis même ils expliquer sont, à quoi ça sert. t'as exactement l'inverse aussi, et moi je le vois souvent avec des consultants qui nous disent, ah, tiens, j'ai une idée de produit. Et le produit, en fait, il leur fait plaisir, mais ça répond pas à un vrai besoin. Et moi j'avais eu le cas de figure il y a 5 ans que ça, quand j'aurais sorti une application pour Eloquent. Donc en fait, c'était notre DG qui avait une idée intéressante, qui était faire un cockpit pour en fait analyser le parcours client avec des différents indicateurs. Et c'est vrai que l'idée était sympa, on le présentait aux prospects, et qui était client de l'entreprise, et il nous disait ah ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Sauf qu'en fait, alors je disais à la fin, mais si je vous donne 10 000 euros, est-ce qu'avec ces 10 000 euros, vous achetez notre application ou alors vous faites autre chose? Et une réponse, quasi systématiquement, c'est ah non, non, mais je vais faire autre chose. Et donc c'est vrai que c'était Ah, un bien produit sûr. sur le papier intéressant, mais qui n'apportait pas suffisamment de valeur ajoutée ou qui n'était pas suffisamment pertinent. Oui, Et au final, on a dû revoir totalement notre offre et on a changé de braquet, et on a changé de projet. Enfin, pas complètement, mais on a changé une partie du projet. Et là, cette fois, par contre, on a atteint vraiment quelque chose qui apportait de la valeur aux personnes. c'est ça l'essentiel. Et dans l'éducation, il y a l'apprentissage de. Ça paraît pour tout le monde si évident, mais ça ne l'est pas. Il y a des gens à qui il faut expliquer. Il faut expliquer pourquoi c'est utile pour eux, à quoi ça peut leur servir. Si tu n'y arrives pas, c'est probablement que ça ne crée pas de valeur. Tu vois? Et Tout à donc, fait. c'est pour ça que je dis ça. C'est parce que moi, je veux bien que tu m'expliques des choses, mais ça participe de mon éducation. Et je me souviens de ce débat que j'ai eu avec le cofondateur d'Asphalt, dont je parlais tout à l'heure. J'ai Mhm. regardé, c'était il y a 4 ans maintenant, et je lui ai dit, mais toi, tu n'es pas foncièrement, tu vois, engagé dans l'écologie. Enfin, c'est pas ton truc. Mais il m'a dit que oui, en effet, c'était pas forcément son truc, mais néanmoins aujourd'hui, une marque comme la sienne, elle se devait de montrer qu'elle était responsable. Et elle est responsable dans un sens, parce qu'elle produit que sur commande, parce que donc elle fait pas de surproduction, donc elle économise les ressources et elle évite d'avoir des stocks qui finissent à la poubelle. Donc oui, il y a une forme de responsabilité. Et je lui dis, mais c'est ta mission de marque que d'éduquer tes clients. Parce qu'il ne suffit pas de dire, nous, on est vachement sympa, tu vois, on fait les choses bien. Il faut aussi dire, bah, qu'est-ce que ça génère pour ton client, en fait, finalement. Et il m'a dit, ouais, mais ça, là, tu es en train de me dire que je dois éduquer mon public. Ben oui, je lui ai dit oui. Je lui ai dit, mais c'est ça l'idée. Parce que si tu éduques ton public sur tes valeurs, qui sont aussi les siennes, mais il ne le sait pas toujours, eh ben, vous êtes en phase. Et maintenant, quand tu vas communiquer, ben, il va comprendre que ça fait partie finalement d'un global et de valeurs qu'il partage et qui forment son éducation. Et c'est ta mission de marque. Et moi, je suis convaincu de ça. J'ai travaillé pour Decathlon, comme tu sais, et c'est la même chose. Decathlon, c'est pas tu vas gagner toutes les compètes avec ta nouvelle raquette. Tu vois, c'est pas vrai. Tu vas pas d'un seul coup gagner tous les matchs ou devenir champion à l'Euro, tu vois, de football. Non, tu vas
tu vas prendre du plaisir, tu vas trouver ça plus sympa, tu vas peut-être mieux jouer aussi, pourquoi pas. Mais ma mission, c'est de te faire grandir dans ta pratique sportive. Et c'est toi qui fixes les règles du jeu. Et c'est toi qui dis si, en fait, tu veux gagner des compètes ou si simplement tu veux t'amuser ou si simplement tu veux partager un moment avec tes potes, tes amis, tes enfants. Voilà. Et moi, je suis là pour t'aider à réaliser ça. Et ma mission d'éducation, c'est de te faire comprendre et t'expliquer comment tu vas y arriver. Tu vois? Et là, tu deviens la marque. Bah, forcément, tu deviens la marque préférée des Français. Tu deviens. Mais si tu réfléchis à ça, tu vois que Picard, ça fonctionne sur le même modèle. Mhm. En fait, je te vends des trucs surgelés. Bon, tout le monde peut le faire. Oui, mais moi, j'ai pris la décision de t'expliquer pourquoi ça marche. Pourquoi tu vas devenir un cuisinier sympa auprès de tes amis? Ben, parce que je vais t'apprendre à en faire des choses. Mhm. D'accord, tu vas les sortir de ton congélateur, mais néanmoins, tu vas te transformer. Tu vas apprendre à présenter. Tu vas apprendre à... Voilà. Et ça, c'est de l'éducation. Donc, il faut que tu Alors, éduques ton public en disant, grâce à moi, tu vas devenir meilleur. Et en quoi? C'est là que ça se passe. Et donc, alors quand tu as justement, fait ça, tu as réduit, tu as sublimé, tu as éduqué, nécessairement, tu es dans le moins mais mieux. ben justement, comment tu fais pour arriver à convaincre quelqu'un de faire moins mais mieux? Parce qu'en fait, tu vas voir un directeur marketing ou ton DG, au début il va dire non mais t'es malade, on a l'habitude de le faire, c'est comme ça qu'on fait depuis des années, on participe à ce salon, ouais je sais pas si c'est rentable ou pas, mais bon, tous mes concurrents y sont quoi. On publie sur LinkedIn tous les jours, bah oui parce que on a de moins en moins de likes, on a de moins en moins de commentaires. Comment tu arrives à lui vendre ce projet-là? J'arrive à lui vendre ce projet parce que c'est le moteur de chaque être humain de se dire je peux mieux faire. Tu vois, moi, c'est ce qu'on m'a dit quand j'étais à l'école, mais et on me l'a beaucoup dit, mais c'est quand même vrai. C'est quand même vrai. Tu te lèves chaque jour avec l'idée que tu pourrais faire mieux aujourd'hui qu'hier. Si tu es dans cette idée-là, tu te dis si je veux faire mieux les choses, à un moment donné, il faut que je passe plus de temps sur certaines choses et que je passe moins de temps sur d'autres. Et donc, la première chose et ça marche vraiment avec un dirigeant qui fait trop de choses Ouais. et qui a cette sensation de faire trop de choses pas très bien, en fait, parce qu'il n'a pas le temps. Donc, mettre dans sa tête l'idée qu'on va faire moins de choses, mais on va mieux les faire, c'est pas très difficile. Ce qui est plus difficile, c'est de lui dire on va faire moins de choses et on aura quand même de bons résultats. Ça, c'est plus difficile. Parce qu'il faut croire que quand tu fais mieux les choses, tu as de meilleurs résultats. Et pour moi, enfin, voilà, c'est quelque chose d'assez évident, mais néanmoins, c'est pas si clair que ça, tu vois. Bah oui, parce que c'est un risque en fait. Et je pense Oui, que c'est oui, ça qui est le oui, plus oui. compliqué, c'est que la personne, elle doit te faire confiance et elle doit être sûre que oui, je sais que j'ai confiance en Patrice parce que il m'a coaché, il m'a déjà dit des bonnes idées. L'autre point, c'est qu'il y a déjà eu des cas, des témoignages, des retours d'expérience, ou alors c'est parce que je suis convaincu moi-même qu'il faut être, bah, comme tu as dit, je suis débordé, j'ai pas le temps de faire les choses, je vois qu'on mesure pas le ROI des actions que j'ai mis en place, ou tout simplement je dis, bah, faut qu'on fasse moins de choses, mais mieux les choses parce que c'est un peu le bordel et le brouillon, quoi. Oui, c'est bordel et brouillon, on en fait de partout. Et, et en fait, du coup, on mesure pas vraiment le résultat. Et on ne sait pas dire d'où vient la performance. Et en réalité, quand tu as une vision claire de ce que tu dois faire et de ce que tu sais faire et que tu dois sublimer ce que tu sais faire, déjà enfin, je veux dire, c'est un peu un travail d'élagage dans la forêt, tu vois, déjà, ça s'éclaircit, quoi. Les chemins sont plus, non, mais c'est ça, les chemins sont plus Mais clairs, t'as sont as plus 100% visibles. raison. Mais moi, je te le dis, je suis en phase avec toi, puisque, par exemple, tu vois, nous, chez Locan, on fait beaucoup d'événements. Mais, tu vois, on a des événements majeurs dans l'année, qui sont, par exemple, notre CX Summit, où c'est une journée où on fait des conférences. Et c'est vrai que chaque année, moi, je me dis, mais, ok, on va faire le CX Summit,
comment on fait pour faire mieux cette année. Et on va se concentrer pour faire quelque chose qui va être plus efficace parce que la concurrence est plus rude. En fait, il y a les gens qui s'inscrivent, c'est plus compliqué. Chaque année, on se dit, bah tiens, on va se concentrer là-dessus et on va essayer de le faire mieux. On a tenté par exemple des SMS une année, on a tenté des messages vocaux, on a tenté de faire venir des influenceurs, on a fait venir une personne qui faisait des BD, on a travaillé sur le sujet, on a travaillé sur des messages LinkedIn, on fait maintenant des petites vidéos TikTok teaser, donc on fait plus d'efforts sur un événement qui doit être comme tu disais, il faut sublimer, il faut faire un Big Bang en fait, quelque chose qui va être exceptionnel. Mais sur l'exemple du salon, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que l'exemple du salon, c'est ah oui, on a passé 3 jours là-bas, combien on a fait de leads? Ouais. Ok, alors, on en a fait 30. Oui, bah, c'est pas terrible. Pourquoi tu n'en as pas fait 60? Bah, parce qu'en fait, si je dois en faire 60, j'ai moins de temps par personne, tu vois. Donc forcément, si je dois faire 60, ça veut dire que bah, j'ai 5 minutes à leur consacrer, enfin j'ai 10 minutes et pas une demi-heure. Alors en 10 minutes, est-ce que tu arrives à dire quelque chose d'intelligent? Oui. Est-ce que c'est suffisant? Pas forcément. Si on avait une conversation de 30 minutes avec chaque personne, probablement on arriverait à passer des messages un peu plus sympas et on apprendrait davantage de choses sur l'autre. Parce que dans une conversation de 5 minutes, toi, quand tu as pitché ton truc en 3 minutes, l'autre, il lui reste 2 minutes pour dire quelque chose. Merci, bonsoir, donnez-moi votre carte, à bientôt. OK. Et là, tu dis, tiens, j'ai un lead. Mais qu'est-ce qui se passe derrière ça? Derrière ça, tu vas le donner à ton équipe commerciale. Bah, elle a zéro renseignement, en fait. Elle ne sait pas à qui elle Entre-temps, parle. le prospect allait voir d'autres standistes, Et d'autres l'autre, il a fournisseurs. passé 5 minutes chez toi, mais 5 minutes ailleurs, 5 minutes ailleurs, 5 minutes ailleurs, 5 minutes ailleurs. À la fin, il ne sait même pas qui l'a vu. Ouais, c'est même plus où on est. Donc Il dit pourquoi j'irai voir ça l'un la plutôt que folie. l'autre. C'est ça la folie. J'étais en Inde il y a 10 jours. Un Indien qui va visiter un stand sur un salon, il s'arrête au moins un quart d'heure pour discuter, quelquefois une demi-heure. Parce qu'il prend son temps. Et en plus, il va revenir plusieurs fois. Tu vois, bon. Mais c'est peut-être, pour nous, c'est peut-être culturellement difficile à comprendre. Mais en fait, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Parce qu'en une demi-heure, on a le temps de se connaître. En 5 minutes, bah, c'est quand même autre chose. Ouais. Et donc, tu Créer vas du avoir lien, plus de apporter de la leads. valeur, c'est compliqué. Écouter la Oui, mais personne pour être sûr que tu répondes vraiment à son problème, que tu as bien compris. Parce que souvent, le problème, c'est souvent ça. C'est aller trop vite pour proposer la solution sans écouter la personne qui est en face. Et elle va se dire, mais est-ce que c'est vraiment mon problème? Est-ce que j'ai pas tapé à côté? Enfin, est-ce qu'il n'a pas tapé à côté, quoi? moi, ça me renvoie au livre écrit par le fondateur de Zappos, qui s'appelle L'entreprise du bonheur, qui a été écrit il y a au moins une dizaine d'années maintenant, avant d'être acheté par Amazon, parce que c'était le meilleur service client au monde. Et une des consignes, gravée dans le marbre, c'était tu ne raccrocheras pas avec un client tant qu'il ne sera pas heureux, tant qu'il ne t'aura pas dit je suis heureux de notre conversation. En fait, l'idée, c'est même si ça doit durer 6 heures, eh ben, tu continues. Ouais, je sais qu'ils ont Et une cas là, de figure, je crois, avec une personne qui voulait se suicider ou quelque chose comme ça, qui était en pleine dépression, et ils sont restés au téléphone jusqu'à ce que la personne dise ça va mieux, etc., etc. et, et c'est ça, cette philosophie. Tu fais mieux les choses. Ça a un impact. Ça a un impact sur la suite. Tu ne le vois pas forcément tout de suite. Mais reviens au cas de figure du salon. Si au lieu de dire aux gens qui sont sur ton stand, bon les gars, cette année, l'année dernière, on a fait 40 leads, cette année, il faut en faire 60. Si tu fais ça, bah, ils vont se jeter sur tous les gens, tous les visiteurs du salon, ils vont essayer de les interrompre dans les allées, ils vont essayer d'avoir plus de cartes de visite parce qu'il faut bien y aller, il faut bien trouver une carte de visite quelque part pour remplir la case. À la fin, ils vont avoir des leads tout pourris. Et c'est même pas des leads en réalité. Et donc, le travail derrière du commercial, bah, lui, il va avoir, au lieu de 15, il va en avoir 30. C'est bien sympa, mais du coup, dans les 30, bah, il y en a les 3 quarts qui sont nuls. Et donc, il va être de moins en moins bon, puisqu'il va être extrêmement agacé de rappeler des gens
ou d'essayer de contacter des gens qui n'en ont rien à faire parce qu'ils ont été mal qualifiés. Et tu vois, le volume, en fait qu'à la fin, non seulement tu n'auras rien gagné, mais même tu auras perdu parce qu'il fera moins bien son job. Et c'est ça le moins mais mieux. Si au lieu de dire faites 40 leads, tu dis faites 60 leads cette année parce qu'on en a fait 40 l'année dernière, tu dis écoutez, sur les 40 leads l'année dernière, on a sorti 5 clients. Moi, je préférerais qu'on fasse que 20 leads cette année, mais 7 clients ou 8 clients. C'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Tu dis aux gens, attends, évite de parler à tout le monde parce que tu perds ton temps. Concentre-toi sur les bonnes personnes. Et là, il faut que tu qualifies. Là, il faut que tu sois bon. Là, il faut que tu sois bon parce que si tu es bon, on va y arriver derrière, tu vois. Et c'est ça l'idée. Tu réduis, tu sublimes l'échange parce qu'il faut être bon à ce moment-là. Et à la fin, eh ben, tu donnes à ton commercial 20 leads, mais avec ces 20 leads, il va faire 10 clients. Et là, c'est autre chose. Parce qu'au lieu d'en rappeler 60, il en rappellera 20. Et parce qu'au lieu d'avoir 5 pauvres clients, il en aura 10 et il se dira, mais waouh, je suis fort parce que j'ai transformé, tu vois. Mais c'est ça. La vérité, c'est que quelque part, il y a une performance à ça. Parce que tu fais mieux les choses, tu as des meilleurs résultats. Enfin, c'est indéniable. Je ne connais pas. Je ne connais pas de discipline, je ne connais pas de loisirs, je ne connais pas de profession où si tu fais mieux les choses, tu n'aurais pas de résultats. Ça n'existe pas. Ouais, Simplement, on a perdu de vue cette idée. On a perdu de vue parce qu'on s'est dit il faut en faire plus. Mais plus on en fait, et plus on dégrade la qualité de ce qu'on fait, de chaque action individuelle. Et donc, à la fin, nos actions sont de moins en moins bonne qualité. Mais comme on en fait plein, on se dit que ça va aller. Et c'est ridicule, en fait. C'est le problème inverse qu'il faut. C'est la démarche inverse. C'est arrêter de faire trop, faire de moins en moins, mais faire de mieux en mieux. Et l'efficacité est nettement supérieure. Et moi, je le vois dans la boîte avec qui je bosse. Les résultats, ils sont là. Ils sont immédiats. Parce que tu ne perds pas ton temps à parler à des gens que tu n'as pas éduqué, que tu n'as pas eu le temps d'éduquer, que tu n'as pas pris le temps d'écouter, de rencontrer correctement, bien. Et à ce moment-là, bah, le temps que tu as, il est consacré à cela. Et donc, comme tu consacres l'essentiel de ton temps à des gens qui aimeraient bien aller plus loin avec toi, derrière, tu transformes, il n'y a pas de doute. Ouais, c'est vrai. Alors justement, si on veut en savoir plus sur ta méthode et ta compagnie, qu'est-ce qu'on fait? On va sur quel site? Comment on fait pour s'enseigner? Alors, on m'appelle, les gens m'appellent, comme dirait l'autre. Et déjà, j'aimerais bien le dire sur un COMEX, sur une scène, en conférence, etc. Et c'est déjà la première chose. Et puis après, bah, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil, on va le faire ensemble, tu vois. Parce il faut auditer, il faut examiner les choses, il faut se dire est-ce que ça c'est vraiment. Et comme tu le dis d'ailleurs dans ton livre, hein, Frédéric, il faut aussi savoir ce qu'on fait. Enfin, il faut revenir à l'essentiel de notre mission. Il y a plein de boîtes qui font des choses qui ne correspondent absolument pas à ce qu'on attendait. Et ça sert à rien. C'est du temps perdu. C'est bizarre parce que les gens oublient des choses qu'ils ont déjà lues depuis longtemps. Quand Simon Sinek fait sa démonstration autour d'Apple pour dire Start with Why, tout le monde l'a vu maintenant, je pense qu'on est tous au courant. Ouais. Il dit à un moment un truc important, il dit Think different, c'est ça qui fait qu'Apple est aujourd'hui la première capitalisation boursière et la première valeur de marque, pardon, mais ils ont aussi fait des trucs qui n'allaient pas. Ils ont aussi lancé des télévisions, Apple, qui ont fait un bid. Le Newton aussi, le PDA qu'ils avaient sorti. Il y en a eu plusieurs, mais parce que simplement, les gens ne comprenaient pas en quoi c'était différent. En fait, c'était un écran de télé comme un écran de télé, quoi. Et donc, dans ce cas-là, ça ne correspond pas à ce que tu dis tous les jours. Tu dis aux gens que tu fais un truc différent, puis finalement, c'est la même chose. Et bien, ils ne te suivent pas. Et c'est ça le truc. Il y a quantité d'entreprises qui font des choses, qui ont des offres qui ne correspondent pas du tout à ce que les gens attendent de ces marques et de ces entreprises. Et donc, il ne faut pas le faire.
il faut pas le faire. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est difficile. Hein. Quand je dis ça, les gens me disent, ouais, mais t'es gentil, mais cet instrument-là, on l'aimait bien quand même. Ah oui, j'ai compris, tu l'aimais bien, tu as mis du temps à le développer, mais aujourd'hui, il est contre-productif. C'est pas ce niveau-là que les gens attendent de toi et il remplit pas la mission. Ben, ne le fais pas. Parce que sinon, on comprend pas ce que tu fais là, quoi. Et tu perds une énergie de dingue à essayer de convaincre des gens que oui, c'est pas le top, mais c'est bien quand même. Mais non, fais le top. Moi, je regrette, mais je ne comprends pas pourquoi ce que tu fais, c'est pas l'excellence de ton métier. Ouais, c'est vrai. Si j'achetais chez Eloquent, j'achèterais l'excellence de ce que vous savez faire. Ouais, ouais. Si c'est pour me dire, oui, mais tu sais, on sait aussi faire ça comme les autres, mais on est vachement sympa, alors voudrais-tu nous l'acheter? Ben non. Enfin, Non, oui, parce qu'en fait, peut-être ça, que c'est pas le niveau attendu. ça Si ne tu veux vraiment suffit ce pas. besoin-là, si tu démarres de zéro, un petit truc suffit. Mais si tu veux la solution qui répond à un besoin très avancé, il vaut mieux prendre le meilleur du marché. Oui, on n'est plus dans une logique industrielle comme c'était au XXe siècle, on va dire ça. On est dans la logique de la recherche du mieux, de la valeur ajoutée la plus haute, de la création de valeur. Tout le monde est dans cette recherche-là. Ouais, Quand tu achètes aujourd'hui, pourquoi les gens sont revenus au commerce de proximité? Prenons l'exemple des fruits et légumes. mhm. Bah, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus bouffer le truc standard. Ils Mhm. veulent bouffer une vraie fraise, une vraie tomate, une vraie courgette. Ah Ah, ça, oui, c'est c'est plus cher. Non, 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 c'est pas du tout plus cher d'ailleurs en plus. Et tu vas au marché, c'est pas plus cher que. Et je te garantis que c'est vrai. Moi, j'achète mes fruits et légumes au marché, c'est moins cher que chez Carrefour. Hein. Et c'est pas les mêmes, je peux te dire. Donc pourquoi? Ben, et en plus, j'en fais pousser aussi dans mon jardin. Mais bon, ça marche pas toujours. Mais en tout cas, je suis à la recherche du mieux. ouais. Et c'est sûr. Alors, après, tu vas me dire, oui, mais non, en période d'inflation, c'est compliqué, on n'a pas pu le faire, etc. Oui, il y a des arbitrages. Mais si tu donnais, encore une fois, je reviens sur ton exemple de tout à l'heure, si tu donnais les moyens aux gens, si tu donnais 10 000 euros à ton client, qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il achèterait ta solution ou est-ce qu'il Ouais, achèterait autre chose? Et ouais. moi, je te garantis que si tu donnais 10 000 euros aux gens, ils n'achèteraient plus leurs fruits et légumes chez Carrefour. Bah, Et pour autant, s'ils les achetaient au marché ou à la ferme du coin, ce ne serait pas tellement plus cher, voire ce serait moins cher. Mais c'est une question d'éducation, c'est une question d'information. Ces marques-là, les marques, j'ai rien contre Carrefour au passage, mais ces marques-là qui nous ont vendu un produit standard. Et c'est ça l'industrie, le monde ouais. industriel. Pendant très longtemps, c'est l'idée qu'on va faire du standard. Alors, le standard de la courgette, le standard du paquet de biscuits au chocolat, etc. Le standard de tout. Mais on n'en veut plus. Alors, regarde autour de toi. Les gens ne veulent pas du standard. Les gens Ouais. voudraient du produit de luxe. Bon, ils n'ont pas les moyens, Mhm. c'est vrai, moi non plus, mais on cherche le mieux quand même. Et quitte à en avoir moins. Et Ouais, donc, et je me puis dis, se dire, je puisque vais c'est m'en ce que passer. nous faisons, pourquoi est-ce que c'est pas ce que les entreprises font? Il y a pas de raison. C'est-à-dire, c'est notre volonté à nous d'avoir peut-être moins de choses, mais de meilleure qualité. Bah, Ouais, et c'est la faire des même choix. chose pour l'entreprise. C'est-à-dire que maintenant, je vais prendre, si j'ai le choix entre plusieurs solutions, bah finalement, je vais peut-être prendre, comme je disais, la meilleure, ou si ça ne me satisfait pas suffisamment, bah peut-être je vais passer à autre chose, je vais pas du tout satisfaire ce besoin-là, et je vais passer à un autre besoin qui est prioritaire pour moi. Donc, si j'apporte suffisamment, encore une fois, de valeur, là, en fait, je justifie le fait de me faire confiance et faire cette dépense. Oui, mais c'est ce que tu as fait toi. Tu t'es mis à regarder ce que tu faisais sur tes différents canaux de réseaux sociaux, et puis Mhm. tu t'es dit, bah, celui-là, ça sert à rien, bah, je le fais pas. Exactement. Bah, je le fais comme ça une fois de temps en temps. Voilà. Exactement. Et, Bon, et, bah, en tout et, cas, et- ouais, non, c'est vraiment une philosophie, mais je pense qu'il y a quand même un petit effort de la part du dirigeant marketing commercial pour ah, oser sauter le pas. oui, Je pense. je suis d'accord. Il y a des marques, il y a des entreprises qui l'ont fait, et avec succès. Mhm. Et vraiment, hein, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il y a pas de raison de ne pas y arriver, en fait.
tu vois. Tout à fait. Et ça ne veut pas dire pour autant que tu ne vas pas développer ta boîte et ton chiffre d'affaires, en fait. C'est là où les gens se trompent, hein. C'est-à-dire que si tu crées de la valeur pour tes clients, bah, ils vont te reconnaître cette supériorité, cette excellence, et donc ils vont acheter tes produits et ton offre. Voilà, donc je ne dis pas, en fait, ce que je ne dis pas, c'est on va essayer de diviser notre chiffre d'affaires par deux. C'est pas du tout ça, hein. Mhm. C'est pas du tout ça. Je ne dis pas qu'on va pas faire de la croissance par la valeur. Bah, voilà, c'est ça qu'il faut faire, en fait, c'est tout. Mais de la même façon que quand j'achète un jean ou un pull, j'aimerais qu'il soit le meilleur possible, parce que ça m'éviterait d'en acheter 50. Voilà. Bah, oui, d'accord, mais une fois que j'en ai un qui est le meilleur possible, rien ne m'empêche d'en racheter un deuxième, ou bien d'acheter un pull de la même marque, ou bien d'acheter un truc de la même marque, et plus jamais d'acheter des trucs merdiques qui sont très très médiocres et que je suis obligé de renouveler toutes les 3 minutes. Donc en fait, les gagnants là-dedans sont ceux qui vont vers l'excellence. C'est Ouais. ça en fait le sujet. Et oui, et donc l'excellence, bah, c'est faire mieux. L'excellence, c'est faire mieux que ce qu'on fait, qui est standard. Et moi, je crois que les entreprises ont les moyens de faire mieux et que c'est pas une idée de, tu vois, j'ai regardé un reportage sur Michelin et j'ai regardé la naissance de la deux chevaux, mais Mhm. on n'en est plus là, on n'est plus dans les années 50. Tu vois, on n'est plus au moment où on va. Et pourtant, la deux chevaux, c'est une voiture incroyable, si on regarde bien. Mais on a fait la voiture la plus économique, la plus légère, la moins. En plus de ça, c'était une voiture responsable, la plus légère. Ouais. Avec le moins de matériaux possible, on a fait des. La tôle de la deux chevaux, c'était la plus fine de l'époque. On a mis de la toile sur le toit parce que bah, c'est plus léger. Il n'y avait rien à l'intérieur. Tu étais assis sur une banquette et c'est tout. Et donc, c'était une vision écolo avant l'écologie d'aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et je trouve ça incroyable comme idée. Mais néanmoins, on fait la voiture la moins chère, la plus standard possible, et ça ira bien. Mais on n'est plus là-dessus, en fait. Aujourd'hui, on est sur. Le plus, toujours plus. On veut ce qu'il y a de mieux. On veut ce qu'il y a de mieux. Si on veut ce qu'il y a de mieux, on va être obligé de faire des choix et on va être obligé de revenir à l'essentiel. Obligé. Donc, autant le faire volontairement. Moi, c'est ce que je propose, en tout cas, aux entreprises. Totalement. Par le truchement de cette conversation, je leur dis, osez faire moins mais mieux, vous verrez ça. En plus, c'est du bonheur, quoi, tu vois. Tout Ouais, le ça monde fait se du bien. concentre sur ce qu'il sait faire de mieux dans l'entreprise. T'imagines? Au lieu de dire aux gens, faites-en plus, tu leur dis, faites le mieux. C'est pas la même chose, hein. Ouais. Et éclatez-vous, essayez de faire des choses un petit peu différemment, prenez du recul. C'est vrai que ça, c'est en termes de marketing, moi j'essaie aussi de le faire, c'est de temps en temps me dire, mais euh, tu as l'habitude de faire comme ça, mais essaye de penser différemment, de prendre le temps, de prendre le temps. Ok. Exact. Bon ben merci Patrice pour cette conversation passionnante, hein, Merci à qui est toi. vraiment, je pense, en phase avec le contexte actuel, mais surtout en phase avec le fait de se dire il faut faut repenser son marketing. Alors tu disais c'était une suite en fait de marketing zéro, mais c'est exactement ça, c'est dire comment je remets en question l'existant et que je me dis mais finalement pas tout faire plus à courir et à s'épuiser, mais comment je vais faire les choses mieux et améliorer l'efficacité et se dire mais voilà je vais essayer d'être plus en phase avec mon marché, écouter plus mes clients, avoir des produits qui apporteront plus de valeur. Bon. Merci Patrice. Donc si vous êtes intéressé par un accompagnement, n'hésitez pas, vous tapez donc soit Patrice Lobigna et là vous trouverez en fait son profil LinkedIn, hein. Et autrement, bien entendu, tu as écrit plusieurs articles, enfin plusieurs livres, et tu as aussi un site internet. Alors je te laisse en parler quelques minutes. Tu écris très régulièrement, au moins une fois par semaine, je pense, des articles, parce que je les vois passer régulièrement sur ton site web et que tu relais après aussi sur LinkedIn. Donc, est-ce que tu Ouais. peux juste nous rappeler le nom de ton site qui était marketing émotionnel de mémoire? Alors, c'est marketingemotionnel.com, tout simplement. Mm. Et sinon, c'est e4brands.com. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais ça marche aussi.
Là, c'est plutôt la partie conseil. La partie marketingemotionnel.com, c'est un blog, en fait, sur lequel j'écris depuis 11 ans. J'ai cette audace de continuer à écrire sur un blog. Et j'écris en moyenne un peu moins de 100 articles par an, en fait. Ouais, mais je vois que tu partages régulièrement. En fait, justement, c'est parfois des moments de vie, parfois c'est En des soi, réflexions. Et c'est ouais, vrai que ça permet en fait de prendre un peu du recul sur qu'est-ce qu'on fait en exactement. Quelquefois, c'est un peu critique, quelquefois, c'est aussi très encourageant ou très supportif, comme diraient les Anglais. Donc, c'est valorisant aussi pour certaines marques que j'aime beaucoup et qui font des choses bien. C'est quelquefois critique pour celles qui font un peu n'importe quoi. Et ça peut arriver. Et puis, c'est aussi des réflexions, tu as raison, qui font évoluer ma vision des choses et qui sont le fruit des rencontres, le fruit des conversations qu'on a ensemble. C'est ça qui fait avancer. Dès l'instant moi, mon obsession, c'est d'apprendre quelque chose de chaque rencontre. Donc, je me dis, si j'avance, si j'apprends, c'est parce que j'écoute des gens qui ont des choses à m'apprendre. Il y en a à tous les coins de rue et c'est magnifique. Voilà, c'est ça. Bah oui, il faut observer la nature et c'est comme ça en fait qu'on arrive à trouver des idées. Et c'est ce qui a fait beaucoup d'innovations. Bon, merci Patrice pour cette Merci bulle de Frédéric. sagesse et ces 45 minutes qu'on a passées ensemble. Et donc, bah, je te souhaite une très bonne journée et puis surtout à très bientôt. À toi aussi. À bientôt.